السلام عليكم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux. Aujourd'hui, Inch'Allah, comme pour une nouvelle série, je me présente, c'est Nina Ben. Pour les personnes qui viennent de s'abonner à ma chaîne, je vous dis la bienvenue. Donc, dans ma chaîne, il y a un peu de tout. Il y a des cours, il y a des conseils, il y a des recettes, donc c'est un peu de tout. Alors dans cette série, Inch'Allah, اليوم راح يكون عندنا beaucoup plus dans le côté intellectuel et plus exactement dans le domaine de la pharmacie et de la médecine. Donc aujourd'hui, je vais parler d'un syndrome de la larva migrans. Alors pourquoi on dit un syndrome? Parce que on ne connaît pas vraiment les causes de cette maladie, ou bien cette maladie se manifeste en plusieurs symptômes, si on va dire. Donc, le syndrome de larva migrans. On commence alors avec une petite introduction. Le syndrome de larva migrans, c'est les helminthozoonoses, ou bien ce qu'on appelle les zoonoses. Alors, c'est un ensemble de symptômes, des signes cliniques et ou biologiques, plus l'imagerie qui vont être utiles pour le diagnostic. La migration de la survie dans l'organisme humain, viscère ou bien dans la peau. La larve de nématode, parasite naturel des animaux. Donc, chez l'homme, c'est un impasse parasitaire chez lui et qui va aller à une errance. Ces nématodes-là n'étant pas adaptés à l'homme, le cycle habituel il est non effectué. Leur mort, alors ils vont rester au stade larvaire en errant dans l'organisme jusqu'à leur mort naturelle. Le trouble, mais le stade larvaire, il va donner des troubles en fonction des organes atteints. Par exemple, le syndrome de larva migrans viscéral, le SLM-MV, c'est pour les viscères, ou bien le syndrome larvaire de larva migrans cutané. Ici, la larve, le stade larvaire, il est au niveau de la peau. Et maintenant, on va parler du syndrome de la larva migrans viscérale. C'est le SLM-MV. Alors, il y a quatre types de parasites ou bien 4 types de manifestations de ce dernier. La première, c'est la toxocarose. La deuxième, c'est l'anasakiose ou bien l'anisacase. La troisième, c'est l'angiostrongyloïdose. Et la dernière, c'est la gnathostomose. Alors, pour ces derniers, on va détailler chacune dans une vidéo pour éviter la charge des cours. Donc, du coup, je vais commencer à vous expliquer la toxocarose. La première qui est la plus fréquente, après l'anisacariose et l'angiostrongyloïdose et la gnathostomose. On va les laisser chacune pour son vidéo. Alors, نبدأ على بركة الله بسم الله. La toxocarose est un syndrome de larva migrans ascaridienne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ascaridienne, ça veut dire qui est causé par des ascaris. On va voir ce que ça veut dire. Les ascaris. Alors la toxocarose, elle est cosmopolite, ça veut dire qu'elle se trouve au niveau de la Terre. Elle est fréquente chez l'enfant, chez l'adulte elle est rare et souvent latente. Actuellement se voit de plus en plus dans les pays développés. La présence tissulaire dans l'organisme humain, la larve d'Ascaris animal, le chien ou bien le chat, c'est l'hôte définitif naturel du parasite. Par exemple, la Toxocara canis qui est la plus fréquente. L'hôte définitif, c'est les chiens ou bien les chiottes. Pour la Toxocara cati,
Ici, la haute définitive, c'est les chats, ou bien les chatons. Alors, on va voir un peu l'épidémiologie ou bien la classification, la taxonomie de ces derniers, le domaine des eucaryotes, la reine ou bien le règne des zooparasites, l'embranchement des helminths, sous-embranchement des nématelminths, ça veut dire les vers plates, la classe des nématodes à transmission précoce, l'ordre des Ascaridea, la famille des Toxocaridea, le genre c'est le Toxocara et l'espèce c'est Canis, c'est le plus fréquent, ou bien Cati. Alors la Toxocara sp, elle est proche d'Ascaris humain, c'est une Ascaris lombricoïde. L'adulte vit dans l'intestin grêle de son hôte définitif naturel qui est la Toxocara, qui est les chiottes pour la Toxocara canis et les chatons pour la Toxocara cati. Le mâle mesure une dizaine de centimètres de long et la femme une vingtaine. Alors ici, il y a trois images dans l'épidémiologie pour voir la morphologie des adultes. Il y a aussi l'épidémiologie morphologique des œufs, alors qui sont la larve aussi, qui sont vus au microscope. Vous remarquez une double paroi transparente au microscope. Maintenant, on va passer à l'épidémiologie, ou bien ce qu'on appelle le cycle évolutif de Toxocara sp. Ici, on va parler de la Toxocara canis parce que c'est elle la plus fréquente. Alors, pour le cycle évolutif de la Toxocara sp, et entre parenthèses, c'est la Toxocara canis. Alors, les jeunes chiens ou bien les chiottes et les jeunes chats, les chatons, hébergent dans leur intestin de nombreux ascaris adultes qui leur sont spécifiques. Les femmes fécondées pondent des œufs non embryonnés nés qui vont être éliminés en grande abondance dans les fessées des animaux. Les œufs s'embryonnent dans le milieu extérieur et restent longtemps infectantes. Les jeunes animaux se contaminent en ingérant des œufs embryonnés à partir du sol. Les œufs, une fois dans le tube digestif du jeune chien, suivent le même développement que l'ascaris humain chez l'homme. Dissolution de la coque par les sucs digestifs, libération de la larve qui traverse la paroi intestinale, se déverse dans la circulation sanguine veineuse et se dirige vers le foie. Parfois, elle cheminera dans la cavité péritonéale et atteindre le foie par la capsule de Glisson. À partir du foie, les larves cheminent dans les veines sus-hépatiques, puis dans la veine cave pour atteindre le cœur droit, puis le poumon où elles subissent une mue, puis elles remontent l'arbre bronchique à la trachée, le pharynx jusqu'au carrefour aérodigestif où elles seront dégluties. Les larves descendent dans l'intestin où elles terminent leur maturation pour devenir adultes mâles et femelles 2 à 3 mois après l'infestation. Alors la femelle est prête à être fécondée et à pondre des œufs non embryonnés qui seront éliminés avec les selles. Donc chez les chiens adultes mâles, les larves libérées dans l'intestin après l'ingestion d'œufs embryonnés entreprennent une migration viscérale et meurent avant d'atteindre le stade adulte. Les animaux plus âgés sont moins sensibles à l'infestation. Alors chez la chienne, les larves vivantes restent en attente dormantes dans les viscères. Elles peuvent reprendre leur évolution chez la chienne gravide ou allaitante. Certains poursuivent leur développement
jusqu'au stade adulte et migrent vers l'intestin. D'autres traversent le placenta et infectent le fœtus. D'autres enfin gagnent les mamelles et contamineront les chiottes lors de l'ingestion de lait. Le cycle naturel de la toxoplasmose canis est complexe car fortement influencé par la sécrétion de certaines hormones. Chienne gravide, le chiot peut se contaminer alors soit par voie orale en ingérant des œufs embryonnés dans le sol ou en ingérant les larves lors de la tétée, soit par voie transplacentaire chez la chienne gravide. La même chose produite chez les chats, mais de façon moins marquée. Les chiens, femelles gravides ou allaitantes et chiottes plutôt parasitées éliminent avec leur déjection des œufs non embryonnés qui s'embryonnent dans le milieu extérieur. Ces chiens défèquent souvent dans les bacs à sable, aires de jeu fréquentées par les enfants. Donc les adultes, mais plus souvent les enfants en contact étroit avec les chiottes chatons, ingèrent les œufs embryonnés en manipulant de la terre et portant ensuite à la bouche les mains sales, c'est la géophagie, ou un objet souillé, ou bien en consommant des légumes ou bien des fruits mal lavés ou crus, souillés par les déjections canines. Ces œufs ingérés vont éclore dans l'estomac, libèrent les larves qui vont migrer vers le foie et les poumons, alors qu'un certain nombre d'entre elles s'arrêtent dans ces organes. D'autres les dépassent pour aller se prendre dans d'autres viscères, tels que le cœur, le rein, le pancréas et surtout les tissus nerveux et l'œil. De toute façon, les larves vont se montrer incapables de trouver leur chemin vers l'intestin, localisation habituelle des adultes. Elles n'évoluent jamais en stade adulte et sont en impasse parasitaire. Alors ces larves peuvent survivre dans les tissus de l'homme pendant un mois, voire des années. Certains finissent par être tués par la réaction des tissus de l'hôte, mais les sujets soumis à des réinfestations presque continuelles, le cas des enfants, voient leur sensibilité augmenter et les réactions de celui-là à la présence de ces larves seront de plus en plus violentes. Les granulomes, la nécrose sont de plus en plus fréquentes. Alors maintenant, on va continuer avec le cycle évolutif de la Toxocara sp. Les aires de jeu où l'accès des chiens n'est pas interdit représentent une source importante de contamination, surtout pour les enfants géographes ou qui ne se lavent pas les mains après contact avec un bac à sable infesté. Alors certaines infestations peuvent aussi se produire accessoirement et beaucoup plus rarement en consommant de la viande ou bien les abats de foie crus ou peu cuits, contenant des larves vivantes infectantes enquistées dans les tissus d'un hôte paratynique comme du porc ou du volaille tel que le poulet. Et maintenant, je vous laisse avec 3 schémas qui vont résumer tout ce qu'on a dit. Alors, le premier schéma, c'est la présence du parasite dans l'hôte définitif qui est le chien et l'infestation de l'homme. Le deuxième aussi, c'est le cycle au niveau de l'organisme ou bien au niveau de l'hôte définitif. Et le troisième pour les chatons. Alors, comme la clinique, qu'est-ce qu'on va y avoir? Alors, pour la toxocarose, en général, c'est la plus fréquente chez les enfants. La géographie, les jeux avec les chiottes et les chatons. Mais on la rencontre à tout âge.
plus souvent bénigne, spontanément résolutive, si pas de réinfestation continue. Alors, elle est asymptomatique, guérison spontanée, surtout chez l'adulte. Les cliniques et les fonctions, le degré et l'intensité d'infestation, réinfestation et localisation des larves. Alors, pour la toxocarose, la forme majeure, c'est beaucoup moins fréquente que la synthèse des formes mineures, ou bien que l'ensemble des formes mineures. Elle comprend le syndrome de larval migrance viscérale, la toxocarose oculaire et la toxocarose neurologique. Aussi, on a des formes qui sont dites des formes mineures de la toxocarose. Bon, on va détailler un peu les formes majeures, ensuite on revient aux formes mineures. Les formes majeures, c'est le syndrome de larval migrance viscérale, le LMV, c'est une atteinte viscérale. Alors l'enfant moins de 10 ans, plus un antécédent géographique, ça veut dire jouer dans le sol, etc. Plus le contact étroit avec les chiottes, qui sont l'hôte définitif, principalement les HPM associés à l'hypereosinophilie sanguine, HES majeur. Le clinique lié à la migration larvaire au niveau des viscères, que ce soit la larve, elle se trouve au niveau du foie, des poumons ou bien le cœur. La fièvre au long cours, les AEG, l'asthénie cutanée ou bien l'urticaire, l'HPM, douleur abdominale, la dyspnée asthmatiforme, sibilance, la toux, l'expectoration riche en eosinophiles ou bien les cristaux de Charlton-Leyden. La biologie, on a l'HES majeur et chronique, plus les IgE qui sont élevés. La toxicologie, c'est la radiographie du thorax, le traitement toxique, l'infiltrat, la bile de l'offlerin ou l'image nodulaire. Alors, pour les formes majeures, la toxocarose oculaire, ça c'est la deuxième. Nombreuses atteintes sont infracliniques, ça veut dire qu'ils sont découvertes fortuitement. La complication tardive, elle est rare mais souvent grave. L'enfant ou bien l'adolescent ou l'adulte jeune, ils peuvent avoir une atteinte unilatérale. La clinique, les signes d'appel, la baisse de la vision, l'augmentation rapidement en quelques jours à quelques semaines de douleur au niveau du glaucome oculaire. La larve, c'est une inflammation de rétine avec uveitis. Le granulome rétinien, le pôle postérieur. La traction vitro-rétinienne, décollement rétinien. L'imagerie, elle va nous montrer des granulomes périphériques ou des bandes de traction vitro-rétinienne. Alors, pour les formes majeures, toujours, on a la toxocarose cérébrale, ou bien ce qu'on appelle la toxocarose majeure, neurologique, pardon. L'infection du système nerveux central par les larves de Toxocara sp est rare. Clinique non spécifique. La convulsion, l'encéphalite, l'épilepsie, méningite, myélite, parésie, parfois évolution fatale. Le diagnostic posé, découverte d'une larve dans le cerveau, les méninges ou bien au niveau du LCR, plus une eosinophilie rachidienne et ou positivité de l'immunodiagnostic réalisé sur le LCR par des anticorps spécifiques. Alors, la forme mineure, toujours la toxocarose commune, ça c'est une autre forme. Après qu'on a vu la forme majeure, on passe à la forme mineure. Souvent asymptomatique, ça veut dire sans symptômes. Toxocarose cachée.
Alors, on a dit que c'est une toxocarose cachée révélée par les HES, ça veut dire une hypereosinophilie, les tests sérologiques. La symptomatologie discrète, une fatigue chronique, prurite isolée ou éruption prurigineuse, des douleurs abdominales, une fièvre, un ADP ou bien un HPM. L'anomalie biologique, c'est l'HES, toujours l'hypereosinophilie modérée, et les IgE totales nettement augmentées. Les manifestations allergiques aussi peuvent être comme un signe clinique, l'urticaire chronique et l'arthrite réactionnelle. Pour l'urticaire chronique, il peut donner des problèmes de diagnostic entre la toxocarose ou atopie. Alors, pour le diagnostic biologique, on a un diagnostic clinique difficile. La clinique, elle est non spécifique ou bien une orientation. Une toxocarose est évoquée devant un interrogatoire, ça veut dire un contact étroit avec jeunes animaux, les chiots, une notion de géophagie chez l'enfant, la fréquentation des aires de jeu bac à sable ou bien la consommation de fruits ou de légumes souillés par les déjections canines. Alors, on a l'EPS qui est l'examen parasitologique des selles répété négatif, il sera négatif. Les FNS ont une hypereosinophilie importante, chronique, en plateau et parfois dépassant les 50%, non expliquée par une helminthose spécifiquement humaine. Alors, toutes les recherches coprologiques ou sanguines répétées se sont avérées régulièrement négatives. Ni les œufs ni les adultes n'ont été retrouvés. Alors, l'absence forme oculaire ou bien l'hypereosinophilie, elle est très modérée. Dans le cas neurologique, l'hypereosinophilie, elle est rachidienne. Le diagnostic de la toxocarose ne pourra être retenu qu'après avoir éliminé les autres causes, notamment la parasitaire d'hypereosinophilie chronique ou bien une hypergamma-globulinémie avec une augmentation des IgE. On passe maintenant au diagnostic direct, c'est l'anatomopathologie. Il est quasiment jamais utilisé ou rarement effectué. C'est une biopsie hépatique sous laparoscopie. Alors, on va remarquer un granulome myosinophilique, larve nécrosée, entourée d'un rayonnement inflammatoire ou bien d'une réaction inflammatoire riche en eosinophiles dont les tissus larvaires trouvés dans la couronne d'éosinophiles. Alors, le diagnostic biologique toujours, on a un diagnostic clé qui repose sur la sérologie, c'est un diagnostic indirect et qui est le plus utilisé. Alors, c'est une immunodiagnostic, meilleur outil diagnostic de toxocarose. On a l'IFI, alors on a l'immunoélectrophorèse, l'HAI, l'ELISA, le Western blot, le sérum, l'LCR, ils se font sur sérum LCR ou bien humeur aqueuse ou vitrine. ELISA aussi, c'est une technique de référence suivie en cas de positivité d'une confirmation ou bien d'une confirmation par le Western blot. Le Western blot évite des réactions croisées avec d'autres helminthoses et majore la spécificité du sérodiagnostic. La spécificité et sensibilité du Western blot est maximale. La bande de 24 à 34 kilodaltons sont observées. Alors, pour le diagnostic biologique toujours, on a un diagnostic de la toxocarose oculaire. Elle se fait par ELISA, détectant des taux d'IgG ou bien des IgE spécifiques, l'humeur aqueuse vitrée plus élevée que dans le sérum. Elle est de l'excellent argument diagnostique. L'ELISA, elle est suivie toujours par le Western blot de confirmation. On a une imagerie, échographie ou tomodensitométrie. Le granulome périphérique ou bien le bande de traction vitro-rétinienne. Alors, on a la toxocarose oculaire, il y a certaines images de cette dernière et le granulome oculaire.
Alors pour le diagnostic biologique de la toxocarose cérébrale, on a une hypereosinophilie rachidienne, une augmente forte orientant vers une helminthose du système nerveux central. On a l'IRM qui va nous donner un granulome, mais la plus fréquente utilisée, c'est la découverte de la larve Toxocara sp dans le cerveau, dans les méninges ou bien dans le LCR, plus une eosinophilie rachidienne et ou une positivité de l'immunodiagnostic réalisé sur le LCR. Ils permettent de retenir le diagnostic de la toxocarose cérébrale. Alors pour le traitement, on va passer au traitement. Le traitement délicat et difficile à évoluer.